Bonsoir et merci de suivre ce programme voulu par le Conseil supérieur de la communication dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle du 22 novembre prochain au Burkina Faso. Ce soir, 5 candidats ou leurs représentants viennent défendre leur programme de gouvernement proposé aux électeurs. Nous sommes donc avec le professeur Abdoulaye Souma, candidat de Soleil d'Avenir. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci de venir pour le débat. Deuxième invité à ces échanges, Carlos Toé représente le candidat Tahirou Barry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Cyprien Nanima représente le candidat Ambroise Farama. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Le candidat indépendant Claude Aimé Tassambedo est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et puis Paul Ouedraogo représente la candidate Monique Yeli Kam. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour le débat. Et pour ces échanges, je suis accompagné de Innocent Soulama du Canal 3. Bonsoir Innocent. Bonsoir. Merci d'être là pour qu'on puisse mener ces échanges ensemble. Première question, on va s'adresser à vous, professeur Abdoulaye Souma. Pourquoi votre candidature à la présidentielle? Concitoyennes, concitoyens, ma candidature à l'élection présidentielle de 2020 est venue comme la solution que j'entrevois pour l'avenir du Burkina Faso. Nous sommes dans un état où les choses sont bloquées par une classe politique qui est restée en place depuis les 40 dernières années. Le pays a maintenant besoin d'un nouveau souffle. Le pays a besoin d'un nouvel homme qui corresponde aussi à la structure démographique du pays. Et d'après les statistiques officielles, la démographie du pays donne à voir que 75% de la jeunesse et de la population est jeune. Je suis plus proche de cette jeunesse, en tout cas parmi les candidats à l'élection présidentielle, je suis le plus jeune. Donc, ma candidature est adossée à cette jeunesse d'abord. Elle est adossée à cette nécessité de débloquer le fonctionnement du pays, c'est-à-dire de changer de génération gouvernante. Donc, pour ces deux choses, je suis de la nouvelle génération politique, ce qu'il est nécessaire pour débloquer le fonctionnement et le développement du Burkina Faso, et je suis adossé à la jeunesse, ce qui est nécessaire pour une gouvernance démocratique du Burkina Faso. Pour accompagner justement cette question, si vous devriez décrire la société burkinabé en 2 mots, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, ce soir, à nos téléspectateurs? Notre nation est mal gouvernée. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a 75% de jeunes, ce sont les chiffres officiels. Et quand vous prenez le gouvernement qui est en place, il y a 0 jeunes. Jeunes, d'après notre loi, la loi adoptée au Burkina Faso, c'est moins de 35 ans. Il n'y a aucun ministre, par exemple, de moins de 35 ans. Donc, comment, dans une population à 75% de jeunes, on peut faire un gouvernement à 100% sans jeunes? 32 ministres, 0 jeunes. Je pense que ce n'est ni démocratique, ni la trajectoire qu'il faut prendre. C'est pourquoi, dans mon offre politique, j'ai prévu que, quand je suis président de la République, les principaux organes de gouvernance du Burkina Faso, qui sont le gouvernement, le Parlement, les conseils régionaux, les conseils municipaux et les conseils d'administration des sociétés d'État seront formés d'après la formule magique de 50% de jeunes, 50% d'adultes, 50% de femmes, 50% d'hommes. Vous voyez qu'avec cette formule, on associe quasiment toutes les tranches d'âge, toutes les catégories sociales à la gestion de l'État. Et c'est ça la vraie démocratie, que chacun soit associé à la prise de décision et chacun, lors de la prise de décision, peut attirer l'attention des organes de décision sur ses centres d'intérêt, sur les causes de sa génération. Ce qui manque actuellement et c'est que ma façon de gouverner apportera avec cette première mesure de formule magique. Oui, Carlos, vous représentez le candidat Tahirou Barry à cette élection présidentielle. Pour vous et pour votre candidat, pourquoi il se présente? 2 raisons. La première, nous avons une offre politique de qualité. Parce que le candidat Tahirou Barry a un projet de société. Il rêve voir un Burkina Faso fort, cohérent, avec une solidarité entre les filles et les fils,
mais aussi une société de justice. Tant qu'on n'a pas un projet pour sa société, il ne serait pas bon de se lancer sur la scène politique parce que c'est le lieu de proposer des solutions. C'est une candidature de qualité et non de masse, parce que la masse n'a pas toujours raison. De qualité parce que l'homme lui-même a des valeurs intrinsèques qu'il peut mettre au service de la nation. C'est au regard de tout cela que nous avons proposé au MCR comment prendre connaissance de la souffrance de notre peuple, comment connaître les limites de la gouvernance actuelle et ne pas préconiser des solutions durables, pérennes. Donc au regard de tout ça, ce serait méchant de notre part de rester dans notre confort individuel et de ne pas entreprendre une démarche collective pour la marche radieuse de notre peuple. C'est la raison pour laquelle nous avons suscité la candidature de Tahirou Barry, parce qu'il regorge en lui des qualités de travailleur, de bosseur. Et c'est ce dont notre peuple a besoin aujourd'hui. Travailler pour trouver des solutions pérennes, endogènes, mais des solutions qui nous permettent de prévoir l'avenir et de concéder ce pays-là à des jeunes générations avec la lourde responsabilité ou la conscience d'avoir fait quelque chose de mieux que des dévanciers. Voilà la motivation de Tahirou Barry pour ce peuple burkinabé. Innocent. Alors, si on prend effectivement donc Tahirou Barry, c'est la deuxième fois qu'il se présente à une élection. Dans ce projet, est-ce que c'est le projet de 2015 que vous reconduisez ou c'est un nouvel espoir que vous apportez? Un nouvel espoir né de l'expérience. Parce que nous avons, en 2015, proposé des solutions à ce peuple-là qui vivait une réalité. Mais le contexte a évolué. Vous voyez très bien que la question de sécurité, la question de la cohésion sociale n'avait pas atteint le même degré qu'en 2015. Donc on ne peut pas faire un plat réchauffé pour le peuple burkinabé. Donc en fonction de ça, nous avons réélu les propositions de 2015, les adapter, les contextualiser et maintenant nous venons le présenter au peuple souverain du Burkina Faso. Paul Ouédraogo est avec nous, elle représente la candidate Monique Yeli Kam, la seule dame du plateau d'ailleurs. Pour vous, votre candidate, pourquoi elle se présente à la présidentielle? Alors déjà, merci, je représente Mme Kam Yeli Monique, candidate aux élections présidentielles. Pourquoi? Notre première priorité est partie du constat que l'éducation n'est pas placée en tant que priorité nationale, comme urgence nationale. Ici au Burkina, le système forme des compétences qui ne sont pas adaptées à la demande. Et ici, le MRB, présidé par Mme Yeli Monique Kam, voudrait qu'il y ait une refonte du système éducatif, qu'on forme des jeunes compétents. Dès le jeune âge, qu'on commence à former, des compétences dont on a vraiment besoin. Imaginez-vous 17 ans sur les bancs et après on n'a pas de boulot. On a un volet éducation, certainement qu'on va y arriver, mais de façon générale, qu'est-ce qui vous dérange dans la gouvernance aujourd'hui au point que vous vouliez remplacer ceux qui sont là? Je vais vous répondre par une question. Imaginez qu'il n'y avait pas de femmes candidates aux élections présidentielles. Nous avons notre place, c'est tout à fait naturel, en tant que femme, d'avoir sa place dans cette scène politique-là et ensuite proposer notre projet de société. Innocent. Alors, quand vous prenez justement donc Madame Kam Yeli, pour vous, pour les téléspectateurs, qui elle est exactement pour vous? Madame Kam Yeli Monique est une femme, chef d'entreprise, mère, épouse. C'est une intellectuelle. C'est une intellectuelle qui s'est posée des questions à savoir qu'est-ce que je peux apporter à mon pays. Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Elle reçoit chaque année des étudiants qu'elle forme en tant que stagiaire et tout. Et le constat est amer. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Et voyez-vous, il y a des étudiants qui viennent avec leur CV, qui ont des bac plus 6, bac plus 7 et tout. Et lorsqu'on leur donne la clé du bureau, il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'on ne forme pas des compétences. Et pour moi, c'est la motivation majeure de Mme Kam Yeli Monique. Oui, Claude Aimé Tassambedo, vous êtes candidat indépendant.
et vous êtes là pour défendre votre offre politique. Est-ce que on peut savoir d'abord pourquoi vous êtes candidat? Bien, merci de me poser cette question. C'est dommage que nous soyons là et que personne n'ait eu à expérimenter la gouvernance. Sinon, on aurait eu un débat face à face avec... mais là, nous sommes... voilà, personne n'a eu la chance parmi nous de gouverner pour le moment. Moi, je suis parti d'un constat simple. Le mal-vivre des Burkinabés d'aujourd'hui, dû à une certaine arrogance gouvernementale qui s'explique par le fait que pouvoir comme opposition, je le dis, la politique est le domaine où l'expérience est la pire des choses. J'ai l'impression. Toutes ces personnes-là, depuis 27 ans, nous les avons subies parce que moi, je fais partie de la génération qui a eu la chance d'être étudiant sous la présidence du président Thomas Sankara. Donc, j'ai connu une autre forme d'être jeune, comme le professeur disait, d'être jeune et d'espérer, parce que j'avais un président de la République quand même qui se souciait un peu de son peuple. Et cela était visible. Alors, bien sûr, cette belle aventure a été stoppée un 17 octobre. Et bon Dieu, je fais un 15 octobre, pardon. Vous êtes nostalgique? Non, j'en arrivais, je ne suis pas nostalgique. Je reviens un peu sur l'histoire pour arriver au contexte et puis vous dire ma motivation. Hélas, je fais partie, effectivement, de ceux, après cette lecture-là, être descendu avec mes étudiants dans les rues pour l'insurrection. On a espéré, avec l'insurrection, qu'on allait donner une nouvelle direction quand même à ce pays, parce qu'on en avait ras-le-bol d'une gouvernance gabégique, d'une injustice sociale que tout le monde connaît. Malheureusement, c'était là, j'allais dire, c'était encore pire, de mon point de vue. Et j'ai l'impression que cette panacée de gouvernants sont dans une complicité pas très, en tout cas, pas dans le sens de développer ce pays-là. Donc, au bout de cette déception, il y avait deux choix. Celui de subir et de continuer à rester dans son coin, mais je refuse cela. Je refuse ça parce que je fais partie de ceux que ce pays a formés. J'ai la chance de faire des études universitaires en France, au Canada et tout ça. Et j'ai un devoir vis-à-vis de mon pays. Parce que là, si on montre le cocktail de problèmes dont on a, je pense que ceux qui en sont les problèmes ne peuvent pas être les solutions. Innocent. Alors, on dira, monsieur Claude, que votre génération est aussi coupable des mots, puisque c'est le silence de cette génération que la jeunesse subit aujourd'hui. Exactement. D'où vous justifiez ma motivation. Je prends mes responsabilités. Parce qu'à un moment donné, je fais un cas de conscience, comme vous l'avez dit, et je me dis non. On a fait partie de ceux, et comme Lulius Norbert Zongo l'a dit, qui avions observé le silence coupable. Donc, à ce niveau-là, je me suis dit, je ne peux plus accepter ça. Et on ne peut pas vivre constamment dans cette situation. Donc, vous avez tout à fait raison. Il faut prendre ses responsabilités parce qu'il n'est jamais trop tard. Oui, Cyprien Anema, vous représentez le candidat Ambroise Farama à ces échanges. Pour vous, pourquoi la candidature de Ambroise Farama?
Alors, je vous remercie, Burkinabé de ville et de campagne, Maître Farama Segui Ambroise justifie sa candidature à cette élection présidentielle par les arguments suivants. Maître Farama Segui Ambroise a eu la chance d'être pionnier au moment de la révolution démocratique et populaire conduite par Thomas Sankara, notre bien-aimé leader, dont parlait tantôt le candidat Tassambiro Claude. Alors, de pionnier, il a mal vécu cette fin brutale et, j'allais dire, apatride de la révolution démocratique et populaire. Parti à l'université, il a milité dans l'association des étudiants burkinabés de l'époque, d'où il était un responsable. Et ayant brillamment terminé ses études, Maître Farama Ambroise a choisi la carrière d'avocat pour défendre la veuve et l'orphelin, pour défendre le faible, pour défendre tous ceux-là qui se sentaient écrasés. Mais voilà que dans cette noble profession, Maître Farama Segui Ambroise a senti ses limites, les limites de la profession. Et voilà que nous vivons dans un État où il y a des droits, des avantages pour une minorité et une grande majorité croupie dans des difficultés. Et pour venir au secours de son peuple, qui aujourd'hui est un peuple en détresse, il faut le dire, il faut l'affirmer haut et fort. Depuis 5 ans, le peuple burkinabé est en détresse. Et pour constituer la rupture d'avec les régimes qui se sont succédés depuis une trentaine d'années, c'est depuis ce jour malheureux et tragique du 15 octobre 1987, Maître Farama Segui Ambroise trouve qu'il n'y a pas mieux que être le premier magistrat de ce pays pour lui donner un second souffle, une renaissance selon la vision et selon la pratique qu'avait connue ce pays sous la direction du capitaine Thomas Sankara. Et pour cela, Maître Farama Segui Ambroise voit cette société comme étant meurtrie par l'impérialisme. Il faut l'avouer, l'impérialisme a encore ses racines profondes dans ce pays. Il y a le néocolonialisme qui a ses racines profondes. Et il y a les valets locaux de l'impérialisme et du néocolonialisme. Alors ces valets locaux, ce sont eux-là qui font le malheur de notre peuple, parce que le fruit pourrit par l'intérieur. Et c'est pour cela que Maître Farama Ambroise, pour redonner confiance à ce peuple, estime qu'il est le candidat du salut. Un salut qui va sortir la majorité des difficultés actuelles. Voilà en quelques mots la justification de la candidature de Maître Farama Segui Ambroise. Alors, M. Kido, moi je souhaiterais qu'on engage donc le débat, cette fois-ci avec une première thématique liée donc à la sécurité. À la sécurité, c'est donc l'une des premières préoccupations des Burkinabés. Cette élection même a été menacée. Et on a entendu plusieurs personnes appeler au report, mais également, vous avez donc le gouvernement qui a tenu à organiser ces élections-là. Aujourd'hui, s'il y a donc à apporter des solutions à cette question d'insécurité, surtout au phénomène du terrorisme, maître professeur Soma, qu'est-ce que vous proposerez au Burkinabé? Avez-vous la solution? C'est laquelle? Surtout que vous avez des formules magiques. Vous avez un bâton magique. Je parle ici à l'ensemble du peuple burkinabé en toute responsabilité. Et je prends la mesure de ce que je vais dire. Je vais vous demander de me permettre une petite analyse par rapport à la situation sécuritaire en disant que
le ministère et la CENI ont échoué. Le ministère d'État, chargé des partis politiques, et la CENI ont échoué dans l'organisation de ces élections. Plusieurs acteurs ont fait l'analyse par rapport à la situation sécuritaire en disant que l'insécurité qui nous tenaille pose des problèmes par rapport à l'organisation des élections. Nous avons eu des assurances entre-temps, avec des documents de la CENI, qu'il n'y a aucun problème, que tout le pays sera couvert par les élections. Mon parti, le Soleil d'Avenir, et l'opposition non affiliée que je dirige, ont fait des analyses partagées dans ce peuple. Et nous avons continué la marche. Aujourd'hui, vous avez vu avec la décision du Conseil constitutionnel qui, saisi par le chef de l'État, président du Faso, a déclaré la force majeure sur quasiment 6 régions, 1600 villages qui ne pourront pas faire les élections, pas parce que la situation est nouvelle, mais parce que simplement ces villages n'ont même pas pu être enrôlés. Ça veut dire qu'entre-temps, on a menti au peuple. Ça, c'est la situation sécuritaire. Et vous voyez que nous sommes actuellement en campagne électorale. Et le financement public pour les partis politiques n'est même pas mis en place par le ministère d'État. C'est la première fois que ça arrive dans notre État. Et nous sommes en pleine campagne électorale pour les législatives. Les listes définitives des candidats à l'élection des députés n'est même pas publiées par la CENI. C'est un échec total. C'est pour vous dire que les analyses que j'ai faites depuis 6 mois étaient des analyses visionnaires, anticipatives sur les difficultés que nous avions et que nous allons avoir. Et j'avais appelé à ce que nous envisagions des solutions idoines à l'époque. Les acteurs ont été rattrapés par la situation. Moi, je réserve ma réaction à l'issue des élections par rapport à cette situation. Mais, comme c'est l'insécurité qui tenait les Burkinabés, mon offre, et c'est une des mesures que je propose. Je rappelle que mon programme politique est composé de 15 mesures. J'ai déjà expliqué une. La formule magique, la formule de la parité hommes, femmes et jeunes adultes dans la composition des organes de gestion du Burkina Faso. La deuxième mesure, c'est la réconciliation. Vous avez vu, d'après ce que le chef de l'État lui-même a dit, d'après nous, moi aussi mes propres analyses, notre insécurité est liée à nos sentiments de frustration, de stigmatisation, de marginalisation, d'humiliation qui sont ressentis par diverses catégories de la population burkinabé. Et ces sentiments résultent de l'expression d'inimitié, de haine et de vengeance au sommet de l'État. Comment je règle le problème de l'insécurité? Deux mesures. La première mesure, c'est la réconciliation. Si les inimitiés politiques dans la gestion de l'État, la haine, est source de l'insécurité, il faut donc régler ces inimitiés pour apporter la première tranche de la solution à l'insécurité. Et pour régler ces problèmes, il faut la réconciliation. Et pour faire la réconciliation, il faut forcément un homme d'une génération nouvelle, qui n'est pas la génération à problème, la génération en conflit, la génération en problème, c'est-à-dire la génération qui est restée au pouvoir dans l'opposition comme dans la majorité ces 30 dernières années. Il faut quelqu'un qui est extérieur à cette génération pour pouvoir s'offrir au peuple comme solution de la réconciliation. Parce que la sagesse populaire nous a appris que lorsque 2 acteurs sont en conflit, en problème, il faut forcément un 3e acteur qui soit neuf, extérieur au problème, pour pouvoir apporter la solution, réconcilier et apaiser. J'ai ce profil et c'est pourquoi je me suis proposé. Quand j'aurai terminé la réconciliation, réussi la réconciliation, la mesure supplémentaire, c'est que dans mon programme, j'ai prévu le service militaire obligatoire pour les jeunes de 18 à 35 ans. Dans cette tranche d'âge, chaque jeune doit faire au moins 1 an de formation militaire dans le service. Et on a prévu que chaque année, il y ait 1 million de ces jeunes qui rejoignent l'armée. Ils ne sont pas obligés de faire 1 an d'affilée, ils peuvent sectionner leur 1 an de stage dans l'armée en 4 fois maximum. C'est-à-dire même les jeunes qui sont en études pendant les vacances, ils peuvent rejoindre l'armée. Mais on a prévu que ce soit 1 million de jeunes par an. Ce qui donne à l'armée, au FDS de façon générale, des ressources supplémentaires qui sont à leur disposition. Voilà les 2 branches par lesquelles je compte régler le problème de la sécurité.
La réconciliation d'abord qui coupe le problème par la racine et le renforcement des FDS qui permet leur réaction opérationnelle tout de suite. Alors même que je n'ai pas une vision... de réconciliation, est-ce que vous supposez peut-être une négociation avec les groupes armés qui sont sur le terrain pour que les attaques cessent? Parce que les attaques ne vont pas attendre que vous mettiez en place votre offre pour cesser. Moi, quand j'arrive, tout ce que je fais, le résultat m'importe. Je ne veux pas que quand je suis président de la République, que les Burkinabés civils comme FDS continuent à mourir. S'il y a une solution pour ça, je la ferai. S'il faut parler avec quelqu'un pour que ça cesse, je ferai ça. Je prends la responsabilité de le faire. Et lorsque je suis président de la République, je ferai en sorte que les acteurs qui sont en jeu puissent être mis à contribution. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Que ce sont les unités internes burkinabées qui sont allées activer des forces qui existaient déjà. En fait, lorsque j'ai coupé ces inimitiés par la réconciliation, c'est quasiment terminé. C'est comme je l'ai dit, c'est coupé, le mal passe à racine. Sinon, le terrorisme existe depuis longtemps. Pourquoi il n'affecte pas le Burkina Faso? Parce que nos inimitiés ne s'exprimaient pas à cet égard. D'après moi, mes services de renseignement, et d'après les analyses qui ont été partagées par le chef de l'État lui-même, il a dit clairement dans 3 interviews que j'ai écoutées personnellement à la presse, que ce sont lui, ses ennemis, qui font des connexions avec ses forces pour attaquer le peuple. Claude Aimé Tapsoba, Tassambedo plutôt, pour vous, la question de l'insécurité, elle est prégnante, mais comment faire quand vous serez président pour arrêter cette question de l'insécurité? Allez, merci pour la question. Je vous fais la petite confidence, c'est que je suis un ancien enfant de troupe. Donc, je suis arrêté et vous comprenez que cette question soit quelque chose qui me torture énormément quand j'observe la conduite des opérations. Alors, c'est vrai, il y a le diagnostic fait par mon prédécesseur qui est là, et on ne peut pas résoudre un problème sans avoir diagnostiqué. Je partage une partie du diagnostic qu'il a eu à faire, mais je dis que le problème est là. Pour moi, la question sécuritaire est une urgence. Quand on me pose la question souvent, quelles sont vos priorités, je dis ce n'est pas une priorité pour moi, c'est une urgence. Je veux dire par là que aujourd'hui, on ne peut pas partir sur l'ensemble du territoire parce qu'il y a un problème. Et ce problème, immédiatement, il n'est pas résolvable parce que on a des ennemis internes et des ennemis externes. La preuve, notre fameux terrorisme n'est pas revendiqué régulièrement. C'est, j'allais dire, spécifique au Burkina. Donc c'est un problème spécifique. Les solutions qui doivent être apportées à ce problème sont des solutions spécifiques. Alors, moi, quand on parle de réconciliation nationale, pour moi, c'est une coquille vide. Et il a bien résumé. Est-ce qu'elle fait partie de vos solutions pour l'insécurité, régler la question de l'insécurité? Il faut la justice, c'est-à-dire il n'y a pas de réconciliation. Il faut juger. La majorité, c'est des crimes économiques qui sont là et qui frustrent les gens. Parce que les gens ont pillé, ils sont tranquilles et les gens sont dans une pauvreté extrême. La jeunesse n'a aucun espoir et vous voyez que généralement c'est des jeunes qui vont là-bas. Et donc si on coupe effectivement la racine en donnant un peu d'espoir aux jeunes, en les ramenant à l'emploi, quand on va y arriver, j'ai mes solutions, on aura touché la racine. Mais immédiatement, il faut renforcer le renseignement. Il faut renforcer le renseignement. Améliorer la qualité de l'armée de l'air et conjuguer un certain esprit patriotique, c'est-à-dire travailler avec ses adversaires, comme mon prédécesseur le disait, pour l'intérêt de ce pays-là. Quand je vois quelqu'un dire qu'il attend d'être élu avant d'appeler quelqu'un, alors qu'ils étaient ensemble tout le temps, je trouve que pour l'intérêt du pays, parfois, il faut tuer un peu son orgueil.
s'il faut s'adresser à quelqu'un qui peut vous aider à résoudre un problème, on va attendre de voir le sang continuer à se couler et à couler dans le pays indéfiniment comme ça, parce que des gens ne veulent pas se parler. Donc vous allez négocier. Je vais dire, je ne vais pas négocier, il faut que ces gens-là, ils se connaissent. Ils n'ont qu'à se parler. Sinon, la solution c'est quoi? C'est tout simplement de les mettre dans une position où ils seraient obligés de se parler. Voilà ce que je pense être la solution. Et là, vous êtes candidat, vous ne dites pas exactement ce que vous comptez faire, parce que là, vous faites un diagnostic qui s'amène aussi le même diagnostic que tout le monde fait, mais comment vous apportez la solution? Là, oui, mais là, vous ne le dites pas clairement, puisque le téléspectateur vous écoute. Oui. Bon, je vais dire tout simplement... Tout à l'heure, M. Kindo vous pose la question, pour vous, c'est quoi exactement? C'est négocier et vous reportez justement l'intention à d'autres. Non, c'est pas que je reporte l'intention à d'autres. Je dis de mettre les conditions pour qu'ils soient obligés de négocier. Ça voudrait dire quoi? Que vous allez vous engager sur ce terrain. Bien sûr que je vais m'engager à ce que les forces contradictoires parlent les adversaires internes qui sont quelque part le blocage au moins de la résolution d'une bonne partie de la question, qui est que c'est parce qu'on ne se parle pas entre nous à l'interne. Voilà, une fois qu'on a mis ces conditions, je crois qu'on a résolu une bonne partie de la question. Paul Ouédraogo, pour la candidate Monique Yelikam, la question de l'insécurité est prégnante. Comment vous comptez régler cette question une fois au pouvoir? Dans le projet de société de Mme Kam Monique, il est prévu 7 pactes pour répondre aux attentes des Burkinabés. Et dans le pacte républicain, nous avons comme solution la Chambre des sages. Nous comptons justement réunir 2 autorités coutumières, 2 autorités religieuses qui sont les évangélistes, 2 autorités musulmanes, 2 autorités traditionnelles. C'est-à-dire réunir 130 membres pour la Chambre des sages et 10 membres par région, qui comptent 2 que je viens de citer tout à l'heure. Qui nous combat? Nous devons d'abord savoir qui nous combat, qu'est-ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de réconciliation si on ne fait pas le tour de table. Si on ne s'assied pas un temps soit peu sous l'arbre à palabre. Nous devons nous réunir, discuter, leur demander qu'est-ce que vous voulez. Ça fait tellement mal, il y a tant de souffrance. La souffrance ne finit jamais vraiment lorsqu'on voit ou lorsqu'on entend dans nos médias qu'un soldat est tombé. On n'a pas besoin de chiffres. Un seul soldat suffit pour que la sécurité soit placée comme urgence nationale au Burkina Faso. Et vraiment, la Chambre des sages sera une réponse fondamentale pour la sécurité au Burkina Faso. Et qu'est-ce que cette Chambre des sages peut véritablement apporter? C'est une institution de plus et en ce moment, vous laissez l'armée, vous donnez quel rôle à l'armée? La Chambre des sages sera apolitique. La Chambre des sages va être constituée de nos sages, qui sont nos nabas et des anciens chefs d'État et tout. La Chambre des sages pour produire des rapports. Pour produire des rapports et aussi pour mettre à la barre les différents candidats qui n'ont pas respecté leur projet de société. Donc, pour nous, la Chambre des sages est fondamentale. C'est vrai que c'est à l'image du Sénat, mais il nous faut l'instaurer. Oui, Carlos Toé, le candidat Tahirou Barry a certainement cette question de la sécurité comme une question principale. Non, pour le candidat Tahirou Barry, il n'est pas candidat parce qu'il est jeune. Il n'est pas candidat parce qu'il est un pionnier frustré. Il n'est pas candidat parce qu'il est déçu aussi par un silence coupable. Il n'est pas non plus candidat parce qu'il a une crise de conscience de l'incapacité de ses stagiaires. Il est candidat parce qu'il a une offre qui est une solution. Et par rapport à la question de la sécurité, il me fait dire 4 étapes.
D'abord, il faut diagnostiquer le problème. Pourquoi on nous attaque? Tant qu'on ne trouve pas les causes du phénomène, il est impossible de préconiser une solution. Alors que les gens ne s'attaquent qu'à la manifestation, à ce qui est visible ou aux effets. Alors il faut... semble connaître qui nous il faut attaque, puisqu'il a dit que c'est... Bon, ça, il a un service de renseignement et je pense que le CSC a l'écoute, l'autorité supérieure de l'État a l'écoute pour savoir comment on finance les services de renseignement. Parce qu'il faut vraiment, un individu ne peut pas avoir toute cette... un appareil bon, je ne sais pas, en tout cas. Mais je dis, il faut diagnostiquer en identifiant les causes du phénomène. Si ce sont des causes structurelles, il faut des solutions structurelles. Si c'est une question de causes sociales, il faut des solutions sociales. Si ce sont des causes militaires, il faut des solutions militaires. Donc, il serait aventureux pour nous, sans avoir fait ce diagnostic qui nous permettait d'identifier la source et l'origine de cette situation d'insécurité permanente, et de préconiser quoi que ce soit. C'est pourquoi, après cette étude diagnostique d'identification des causes du phénomène, cela permettait d'identifier les acteurs. Donc, ils ne seront plus des individus non identifiés, mais des individus identifiés. Parce que la cause va déterminer l'acteur. Celui qui pose l'action, il faut connaître pourquoi il pose l'action. Qu'est-ce qu'il revendique? Et la revendication n'est pas toujours la parole proclamée. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Non, c'est une formule qu'on nous impose pour nous distraire. Il n'y a pas de dire que c'est une guerre asymétrique. Parce qu'on voit les manifestations, donc on peut identifier, et si on fait une analyse sérieuse, les solutions appropriées au problème. C'est ce que je veux dire. Donc par rapport à ça, il faut diagnostiquer le problème. Après le diagnostic, il faut véritablement, dans notre programme, une réforme en profondeur de nos forces ou de nos systèmes de défense et de sécurité. Parce qu'on fait une confusion totale. Il y a la question de la défense du territoire et il y a la question de la sécurité. Et quand on regarde les curricula de formation même qui sont servis pour sortir nos agents de sécurité, il y a un problème. Il n'y a pas la capacité d'anticipation. Je vous donne un exemple banal. Pendant le procès du coup d'État, on a vu sortir des écoutes téléphoniques, n'est-ce pas? Et ça a servi à des fins ou à des finalités politiques. Alors que ces genres de méthodes devraient servir à anticiper et à appréhender ceux qui sont de très mauvaises intentions, qui veulent nuire en tout cas au vécu quotidien, au vivre ensemble des Burkinabés. Ce que nous disons, il faut réformer. Il faut réformer le service de sécurité et de défense pour qu'il puisse être à la hauteur des enjeux actuels de l'insécurité dont une des formes est en tout cas le terrorisme que l'on connaît. Et le terrorisme, comme je l'ai dit, ce n'est pas un terrorisme culturel. C'est un terrorisme qui s'appuie sur la pauvreté de nos sociétés ou de nos populations qui sont en marge de la marche de l'État. Et ce qui fait qu'il va toujours avoir de quoi se ressourcer. Donc très rapidement, nous disons, 1. Il faut une étude diagnostique profonde pour identifier les causes de ce terrorisme ou de cette insécurité. 2. Il faut une relecture de la loi programmatique pour accorder autant de moyens nécessaires sur la question de la sécurité. 3. Il faut relire les curricula de formation de nos FDS. Et enfin, 4. Ce que Samuel Touré avait compris. Il nous faut une industrie militaire. On ne peut pas parler de souveraineté, continuer à penser que ce sont les autres qui vont nous donner les armes pour parfois combattre des gens avec lesquels ils ont des réseaux. Et c'est ça qu'il faut. En dehors de l'Afrique du Sud, je ne vois pas un seul État, un seul pays qui a pensé mettre en place une industrie de production et d'armement. Parce que l'arme, la caractéristique de l'arme est déjà la première. La caractéristique de l'arme est une première stratégie de lutte contre l'adversaire. Alors, monsieur... Parce que si on connaît votre puissance de feu, on peut identifier la stratégie pour vous contrecarrer ou vous éviter.
Mais justement, pour ce qui nous concerne ce soir, quand on prend la question du terrorisme, là, les Burkinabés sont à la recherche de solutions. Vous partez à la conquête du pouvoir d'État et vous êtes toujours au questionnement. Non, ce n'est pas des questionnements. Vous avez dit qu'il faut encore chercher à savoir ce qui se passe. À côté de la cause, je vous ai dit, si vous suivez mon raisonnement, il y a un problème et une discussion intellectuelle qu'il faut mener. Ensuite, à côté de cela, j'ai dit que par exemple, il faut relire le curricula de formation. Ça, c'est une solution pratique. Il faut ensuite relire la loi programmatique de financement de l'armée. Et ensuite, j'ai dit qu'il faut une industrialisation militaire. L'industrialisation militaire, c'est quoi? Il faut permettre à ce que notre État, pour vivre de sa souveraineté, pour garantir sa souveraineté, puisse développer des initiatives de se produire les armes dont il a besoin pour la sécurité de ses citoyens et de ses concitoyens. Il faut que le phénomène s'arrête ici et maintenant. Mais on ne peut pas arrêter le phénomène si le danger, c'est de s'attaquer au plaies et de laisser la source. C'est ce que nous disons. Il faut une solution définitive, durable, au moins durable. Et quand je dis l'industrialisation militaire, si vous permettez juste une seconde, quand vous écoutez les FDS depuis 2015, contrairement à ce que les gens racontent, la question n'a pas commencé en 2016, ni avec le régime MPP. À la transition, les premières attaques ont été produites et nous avons eu la chance, l'immense honneur d'être reçus par le dirigeant de l'époque qui nous a dit « Vous vous préoccupez rien que pour les élections, le pays est en danger. » Ils nous ont donné des indicateurs. Il n'y a pas ce prétendant en 2015 qui ne savait pas que le pays était suspendu à des menaces terroristes. Il n'y a pas un seul qui n'était pas au courant à cette rencontre que nous avons vue avec le Premier ministre. Et tous. On va permettre à M. Cyprien Nanema également de pouvoir réagir sur cette question de l'insécurité. Pour le candidat Ambroise Farama, une fois au perchoir, qu'est-ce qu'il fera pour arrêter cette saignée? Alors permettez au candidat Farama Sigui Ambroise de s'incliner d'abord sur la mémoire des nombreux défunts et de demander prompt rétablissement aux blessés et de souhaiter courage à toutes ces personnes affectées par cette situation. La situation de la défense et de la sécurité du Burkina Faso préoccupe le candidat Farama Sigui Ambroise, au point que pour Maître Farama, c'est la sécurité d'abord. La sécurité passe avant tous les autres paramètres du développement. Et s'agissant de la sécurité, je pense que la situation a été dépeinte par les autres candidats. Et je voudrais simplement dire que la sécurité se décline ici en termes de banditisme que nous avons connu avant donc le terrorisme. Donc ce banditisme de grand chemin qui dérangeait la quiétude des Burkinabés. Puis nous avons évolué vers le terrorisme. Et pour le candidat Farama Sigui Ambroise, si le banditisme tenait à la malgouvernance du pays par les tenants du pouvoir, le terrorisme lui tient surtout de l'aspect impérialiste de ces attaques. Parce que pour nous, Organisation des peuples africains, le terrorisme n'est qu'une résultante de l'impérialisme qui essaie de s'accaparer les richesses de notre pays, pour ne pas dire les richesses de la sous-région. Monsieur Cyprien Nanema, est-ce que vous ne déplacez pas le problème? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, nous sommes dans une guerre asymétrique où on ne semble pas connaître exactement qui nous attaque, sinon que nos militaires auraient pu aller les chercher là où ils sont. Non, je reviens... Et lorsque vous parlez d'impérialisme, ça nous éloigne un peu de notre débat. D'accord, je vous remercie, mais je ne m'éloigne pas du débat. À l'interne, nous pouvons imaginer ceux qui nous attaquent. Ce sont des fils du pays. Et pourquoi? Parce que le pays a été mal géré. Nous pouvons nous souvenir qu'il y a eu un temps où il n'était pas question de frustration de communauté. Mais avouons-le, le terrorisme puise son terreau donc dans les frustrations des communautés de certaines régions
du Burkina Faso qui se sont sentis abandonnés dans le développement de ce pays-là. Ça, c'est d'un. Mais pour aller au cœur de votre question, le candidat Farama estime que c'est parce qu'il y a eu une désorganisation du système de défense et de sécurité que le pire est arrivé. Cette désorganisation du système de défense et de sécurité est venue au lendemain du 15 octobre 1987. Au lieu que tout l'appareil de défense et de sécurité serve à garantir une sécurité au peuple tout entier, il était maintenant question de la défense et de la sécurité d'un individu et de sa cour. Voilà comment est-ce que, je ne suis pas militaire, mais j'en sais quelque chose. Avant, les frontières du Burkina Faso étaient bien gardées par des détachements militaires de commando. Il y avait des régions militaires et des groupements de gendarmerie qui quadrillaient tout l'espace et particulièrement les régions sensibles. Après le 15 octobre, toutes ces régions ont été ramenées vers le centre. Le chef-lieu des régions militaires et de groupements de gendarmerie ont été ramenés vers le centre, dépeuplant militairement les frontières, les rendant donc poreuses. Donc il faut rétablir. Il faut rétablir et nous voulons pour preuve. Il faut des unités d'élite. Sous la Révolution, il y avait le SNEC, le Centre national d'entraînement commando. Par la suite, il y a eu le régiment de sécurité présidentielle. Mais malheureusement, qui était un corps d'élite, mais qui ne servait qu'à la sécurité du seul président du Faso. Il faut ramener des corps d'élite à l'image du Centre national d'entraînement commando et les dispatcher sur tout le territoire et faire de la formation vraiment pratique, une formation de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des eaux et forêts et de la douane. Que toutes les forces de défense et de sécurité soient formées. Et mieux, il faut les doter en armes. Nous avons encore les anecdotes selon lesquelles, lorsque des policiers entendaient des coups de feu, ils désertaient leur commissariat. Lorsque des gendarmes entendaient certains coups de feu, sachant que cette puissance de feu dépasse la leur, il n'y a qu'à camper. Quoi de plus légitime que de sauver sa vie quand on ne peut pas la défendre? Tout à fait. Innocent. Donc vous voulez mettre en place une organisation militaire. Et pour ceux qui pensent que face au groupe qui nous attaquerait, il faudrait donc négocier. Qu'est-ce que vous, dans ce cas, vous soutiez comment? D'accord. Avant d'arriver à cette question, je voudrais dire que nous mettons le renseignement en premier lieu. Et nous mettons l'intégration de toutes les forces sociales dans la défense nationale. C'est-à-dire une notion de peuple en armes, qui n'est pas une première, mais il nous faut revenir à cette notion de peuple en armes et du renseignement que donne toute la population, créer une harmonie entre la population et les corps habillés, ce qui a été rompu. Maintenant, s'agissant de négociations, nous avons vu que dans toutes les guerres, aussi grandes ou petites soient-elles, tout conflit se termine autour d'une table de négociation, autour d'une table de réconciliation. Sans négociation, sans réconciliation, on ne peut pas arriver à la paix. D'accord. Alors justement, monsieur Pino, quand on prend effectivement donc la question donc de l'insécurité, c'est vrai que les chercheurs nous disent que l'un des terreaux, c'est aussi le chômage des jeunes, c'est aussi le sous-emploi, c'est le manque d'emploi décent. Monsieur professeur Soma, la question des jeunes, l'emploi des jeunes, comment promouvoir un emploi décent, comment résoudre cette question finalement chez vous? Vous avez parlé de bâton magique. Non, j'ai parlé de formule magique, pour
la gouvernance de concordance, c'est-à-dire l'association de toutes les catégories sociales à la gouvernance. Ça, c'était une seule de mes 15 mesures. J'en ai donné la deuxième, qui est la réconciliation pour la sécurité, en étant tout le temps clair et pragmatique. Parce que moi, je suis un homme pragmatique. Autre mesure que vous allez apprendre, en matière d'emploi, je vous donne 2 mesures. Première mesure, j'ai prévu la création de 10 000 emplois par an. Comment je fais ça? Je débloque 2 milliards par an. 2 milliards, vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Mais dans ces 2 milliards, je donnerai 1 million à toute personne, hommes, femmes, jeunes, notamment les chômeurs et puis le secteur informel, qui peut me proposer une petite activité pouvant employer 5 personnes, qui peuvent avoir le salaire minimum, 30 000, 35 000, 40 000. Donc, quand vous calculez bien, avec ces 2 milliards, je peux donner 2000 fois 1 million, donc à 2000 personnes. Chacune de ces personnes engageant 5 personnes. Je parle vraiment de petites activités comme ouvrir un restaurant, ouvrir une centrale de fabrication et de vente de savon, etc. Des petites activités qui peuvent occuper la population informelle. 2000 personnes employant chacune 5 personnes, ça fait 10 000 emplois par an. Après les 5 ans de premier mandat, ça fait 50 000 emplois qui ne sont pas connectés au budget de l'État puisque ces salaires ne sont pas payés sur le budget régulier de l'État. La deuxième mesure que j'ai prévue, qui peut créer de l'emploi, mais elle n'est pas prévue principalement pour créer de l'emploi, c'est la création d'emplois connexes. Mais elle est prévue pour le développement infrastructurel de la nation. J'ai prévu un investissement de 1 milliard par province pour le développement infrastructurel de chaque province. Chaque année, chaque province reçoit 1 milliard et les personnes dans la province délibèrent sur comment utiliser ce milliard-là. Mais la priorité, ce sont les bâtiments et les routes. Parce que lorsqu'on aura investi dans les bâtiments, il y aura 0 location d'État. L'État va passer de locataire à bailleur. Et quand j'ai regardé la structure du budget, et les montants alloués au board d'État, c'est trop. Donc, et j'ai dit dans mon programme, c'est écrit, que les travaux qui seront exécutés sur la base du milliard, comme c'est pour chaque province, les emplois pour l'exécution de ces infrastructures seront au niveau local. Donc chaque province va utiliser sa ressource locale pour exécuter les travaux de construction chaque année. Donc vous voyez comment le programme est fait pour que le pays se développe ensemble, chaque fois ensemble. En sorte que lorsque je ferai 5 ans, il y aura 5 milliards d'infrastructures investies dans chacune des provinces du Burkina Faso. Ça peut stabiliser les gens. Voilà 2 mesures concrètes que je débloque pour l'emploi. Oui, Tahirou Bari a son représentant ici, Carlos Toé. Et pour vous, le candidat, une fois au perchoir, qu'est-ce qu'il fera pour les jeunes? Bon, juste avant de revenir sur ce qu'il va faire pour la question de l'emploi, parce que ce ne sont plus uniquement les jeunes qui sont confrontés à ce phénomène-là. Et donc je dirais par rapport à la question de la sécurité de faire très attention, parce que j'ai entendu sur ce plateau que les causes peuvent être liées aux frustrations de certaines populations de certaines localités. C'est un diagnostic insidieux sur lequel il ne faut pas trop s'ajarder sans études objectives réalistes. Deuxième chose, j'aimerais attirer l'attention des Burkinabés sur la solution de la négociation. Pourquoi? La solution de la négociation ne dit pas quand, comment et à quel prix on négocie. Et surtout, avec qui on négocie. Donc c'est une solution, de mon point de vue, est très très dangereuse pour la réalité de la manifestation du phénomène. Et mieux, si on négocie et qu'on échoue, on fait quoi? Donc, bref, que les Burkinabés comprennent que la solution n'est pas la négociation parce que les conditions de la négociation ne sont pas réunies. Du coup, c'est la question de l'emploi. Le candidat Tahirou Bari a au moins 7 mesures. La première, c'est l'industrialisation. Nous avons dit qu'il faut investir dans l'agroéconomie. Il faut qu'on pense production, transformation, commercialisation. C'est dans ce secteur-là, entre parenthèses, il ne s'agit plus de créer des paysans d'avant, avec des pantalons, avec des dabas, des roues. Il faut créer maintenant, aller vers un entrepreneur agricole qui a la capacité
de s'adapter au monde du marché tout en anticipant ce que le consommateur a besoin et le lui produire et le lui proposer. Donc c'est cette catégorie d'entrepreneurs agricoles qu'il nous faut. Donc il faut une industrialisation qui peut créer de l'emploi. La deuxième, il faut une stimulation fiscale des petites et moyennes entreprises. La troisième, il faut renforcer les capacités des jeunes. Une capacité non pas dans l'art oratoire pour vaincre dans les débats inutiles, mais une capacité de faire de quelque chose de productif de l'ère 10 doigts. C'est de ça il est question, le savoir-faire. Donc il faut renforcer le savoir-faire des jeunes et des personnes qui sont dans une situation de sans-emploi. Et la troisième, ou la quatrième, il faut une pépinière d'incubation d'entreprises dans toutes les communes du Burkina. C'est des modèles pour inspirer. Parce que nous avons une société qui ne croit que lorsque elle voit que ça marche. La raison est que quand vous avez commencé les télécentres, quand le premier a fait ça marche 2-3 fois, tout le monde est dedans. Ensuite, quand vous voyez quelqu'un qui vend les IoT, tout le monde est dedans. Donc, il faut des incubateurs qui vont inspirer la jeunesse pour montrer qu'effectivement, ça peut marcher. Et la quatrième, c'est il nous faut vraiment travailler à créer ou à réunir le statut d'entrepreneur. Le statut d'entrepreneur, il faut travailler à ce que ce ne soit plus c'est pas la création de société qu'on devient entrepreneur, mais qu'on permette à l'individu ou aux citoyens ou aux jeunes de prétendre à ce statut d'entrepreneur sans pouvoir créer une société comme une société mixte. Voilà. En ce moment, l'État pourra l'accompagner dans ces initiatives parce qu'il crée de l'activité économique, il crée de l'activité commerciale, il crée une dynamique qui puisse permettre d'employer d'autres personnes. Voilà à peu près les 7 mesures que nous comptons mettre en application si le peuple confie sa destinée à Tahirou Barry. Alors, pour la candidate Kam, comment on compte résoudre ce problème? Au MRB, nous avons 7 pactes. Et donc, parmi nos 7 pactes, il y a le pacte éducatif et emploi. Il est centré sur la refonte du système éducatif. Notre système emploie aujourd'hui des chômeurs, forme aujourd'hui des chômeurs, pardon. Vous voyez, nos infrastructures ne nous servent à rien. Il ne sert à rien d'avoir des échangeurs si nous avons faim. Il ne sert à rien d'avoir des échangeurs si nos jeunes, nos frères sont dans les rues, n'ont pas d'emploi, n'arrivent pas à décrocher un emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prenons un exemple. Lorsque vous voyez la ville de Waiguia, la ville de Waiguia est riche en production de pommes de terre. Qu'est-ce qui nous empêche de créer une usine où nous pouvons fabriquer des produits à base de pommes de terre? Vous voyez la ville de Ouagadougou, disons même le Burkina Faso est un pays rempli où il y a assez de motos. Le moyen de déplacement ici le plus courant, c'est la mobilette. Qu'est-ce qui nous empêche en fait de créer une usine de fabrication de motos où nous allons les revendre encore moins cher au Burkina Faso et peut-être avoir un peu de revenus dans la sous-région où nous pourrons peut-être livrer quelques motos un peu plus chères là-bas pour rehausser un peu l'économie? Qu'est-ce qui nous empêche en fait de décentraliser Ouagadougou? Tous les jeunes du Burkina ne viennent qu'à Ouagadougou dans l'espoir d'avoir du travail. Pourquoi ne pas créer des industries dans chaque ville du Burkina Faso pour garder ces jeunes-là là-bas? Il ne sert à rien de faire 17 ans ou 18 ans sur les bancs pour étudier et ressortir sans emploi. Nous devons travailler à refondre notre système éducatif. Prenons l'exemple du Ghana, notre pays frère. Au Ghana, il faut poursuivre les jeunes pour aller déposer leur CV pour la fonction publique. Mais au Burkina, regardez, le constat est amer. Les jeunes comme moi, en fait, nous souffrons. On n'a pas de place. On ne nous forme pas. Qu'est-ce qu'un élève a à faire avec un baccalauréat aujourd'hui? Le minimum qu'on demande à un étudiant aujourd'hui, c'est le bac plus 3. Minimum la licence. Avec la licence, si tu ne sais rien faire, si tu n'étais pas dans une école de formation, qu'est-ce que tu peux apporter? Il est important de revoir notre système éducatif et former des compétences dont le Burkina Faso a réellement besoin aujourd'hui. Claude Aimé Tassambedo, pour la question de l'employabilité des jeunes, des emplois décents, vous en tant que candidat indépendant, si le Burkinabé vous confie sa destinée au soir du 22 novembre, qu'est-ce que vous feriez? Très bien. Il y a une évidence, c'est que
aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds mis à la disposition de la question de l'emploi. Et ce que l'on constate tout simplement, c'est que ces fonds ne vont pas et là où ça doit aller et ça ne crée pas véritablement l'emploi. Il y a des choses qui sont évidentes et il suffit de les améliorer légèrement à ce niveau-là. Je crois que c'est l'esprit de l'utilisation des fonds qui n'est pas bon de mon point de vue. Il faut essayer, c'est un bon débarras pour les jeunes. On donne 400 000 à un jeune qui n'a aucune expérience entrepreneuriale, qui n'a aucune formation. C'est pour juste aller s'acheter une moto et puis c'est fini. Et on dit qu'on tente et on ne réussit pas. C'est là que moi je dis de changer la formule. C'est d'intégrer, je suis plus pour l'intergénérationnel. Il ne faut pas isoler les jeunes. Il y a des seniors qui peuvent être des coachs pour des entreprises structurelles qui peuvent, dans une certaine mesure, avoir des chances de survie. Et on réorganise le schéma, on essaie de mettre en place l'intergénérationnel, des coachs, des aînés qui s'y connaissent dans certains types d'entreprises, bien sûr en relation avec des domaines porteurs et vraiment là où il y a l'emploi. Et ces jeunes sont cadrés et avec des structures de micro-entreprises, on peut y aller. Si à côté de ça, on finance convenablement les femmes, comme je dis, c'est une couche qui est là, qui est dans le secteur informel. Si on les donne, et qui sont des bons payeurs, si on leur donne les crédits qu'il faut l'un dans l'autre, on va certainement booster le milieu de l'emploi. De mon point de vue, on a les bases, il faut réorganiser tout simplement pour incidencer. De l'autre côté, il faut que l'État fasse un effort. L'État n'est pas le pourvoyeur d'emploi. Faire quand même des incitations fiscales à l'égard des entreprises, et je pense que c'est un second élément qui peut venir renforcer ma vision des choses. Voilà ce que je pense. Pour le candidat Farama, comment est-ce que la question de l'emploi est perçue? Y a-t-il des solutions évidentes pour les populations? Le candidat Farama Segui Ambroise déplore, n'est-ce pas, cette situation dramatique de la jeunesse face à la question de l'emploi. Lorsque nous entendons qu'il y a 6 000 postes à pourvoir pour 1 300 000 candidats, c'est le désastre social. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la responsabilité donc, du public, et il y a donc la question du public et la question du privé. Au niveau de l'État, il est bon que l'État regarde au niveau de ses statistiques. Il y a certainement des efforts à faire en matière de recrutement pour satisfaire les besoins fondamentaux dans les différents domaines. Et donc améliorer l'offre de recrutement au niveau de l'État. Parce que nous pensons que le budget de l'État engloutit des sommes pour des aspects moins importants que la question de l'emploi. Et ensuite, il y a le privé. Il faut encourager le secteur privé par l'industrialisation et par le soutien aux entreprises existantes. D'abord, il faut consolider l'existant. C'est un peu heureux de constater que des entreprises telles que les sociétés telles que la Sociuco et SNCitech qui ont des difficultés à écouler leurs produits peuvent s'en sortir mieux aujourd'hui. Nous pensons qu'il faut réellement redonner du souffle aux industries qui existent et créer de nouvelles industries en rapport avec, par exemple, le mot d'ordre « Produisons et consommons burkinabé ». Ce n'est pas un mot d'ordre de trop. Quand nous voyons les importations de produits pas de si bonne qualité que ça au Burkina Faso, nous croyons qu'à l'interne, nous pouvons relever l'industrie du Burkina Faso. Nous pouvons encourager la production des campagnes. Et là, nous avons connu des plaidoyers de paysans, de femmes, en milieu rural, qui veulent bien entreprendre
mais qui sont confrontés à, j'allais dire, à la concurrence des produits importés. Et comme nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps, même à la journée nationale du paysan, le riz qui a été servi aux invités était du riz importé. Alors que localement, nous produisons du riz. Nous produisons de la volaille. Aujourd'hui, allez voir les contingents de poulets congelés qui rentrent au Burkina Faso. Les tonnes de poissons congelés qui rentrent au Burkina Faso. Nous sommes une économie extravertie. Et il faut changer cette donne-là en trouvant les moyens de faire soutenir la consommation de nos villes par les campagnes. Je pense que cela va produire des emplois. Quand je pense que j'entends aujourd'hui, produisons et consommons togolais, je pense que ça doit faire frémir le Burkinabé. Parce que depuis plus de 30 ans, le Burkinabé est à ce stade. On est dans le mois de la consommation burkinabé. Consommons burkinabé. Oui. Présentement, on est dans le mois de il ne s'agit pas de le dire en slogan. Il faut le traduire en acte concret. Et vous allez le faire si vous êtes au pouvoir. Il faut le traduire exactement en acte concret. D'accord. Innocent, il ne nous reste pas plus de 10 minutes pour terminer avec cette émission. Professeur Soma et tous les autres candidats d'ailleurs, si vous le permettez, on va peut-être aller à un point essentiel, le financement un peu de toute cette campagne. C'est vrai que existent les questions des secteurs sociaux de base comme la santé, l'éducation. Beaucoup ont des formules pour nous sortir de là. Mais concrètement, comment arriver à pouvoir financer tout ça pour ne pas rester dans la démagogie? Professeur Soma. Toujours dans le caractère concret de mes propositions, de mes mesures de programme pour la création d'argent, je commence par vous expliquer mesures d'économie d'argent. J'ai prévu des mesures d'économie d'argent. Par exemple, j'ai prévu que si je suis président de la République, je formerai un gouvernement de 13 ministres, à raison de 1 ministre par région. Si on regarde le gouvernement de Roch, aujourd'hui, il en avait 34, aujourd'hui 32, c'est comme si j'économisais 20 ministres. Ça fait de l'argent. Ensuite, pour créer de l'argent, j'ai prévu la création d'une société d'État minière pour que l'or du Faso soit au Faso. Je vais avoir, sans exclure l'implantation de sociétés multinationales extérieures, je vais créer une société d'État pour l'exploitation des mines au Burkina Faso. Société d'État comme on en a en matière d'énergie, en matière d'eau, ce n'est pas interdit. Et donc ça va permettre d'avoir 100% de ce qu'on va produire dans le cadre de cette société pour le Burkina Faso, alors qu'aujourd'hui le Burkina Faso ne se contente que de 10% de ce qui est produit. Troisième mesure, j'ai prévu la création d'un fonds monétaire burkinabé. Ça, c'est une des mesures clairement inscrites dans mon programme. Fonds monétaire burkinabé, c'est un fonds souverain qui sera adossé à une fiducie, c'est-à-dire que c'est une dotation minimale. J'ai dit minimale, je n'ai pas déterminé le maximum, mais minimale de 100 milliards de francs CFA, mais qui est adossé à une fiducie, c'est-à-dire à une société de vente d'argent. Je vais vendre cet argent sur les marchés internationaux, le placer pour que ça produise des fruits. En sorte que chaque année, ce sont les fruits de cet argent qui déterminent le budget de Burkina Faso. Si on a réussi à vendre de l'argent et qu'on a 3 000 milliards, le budget de Burkina Faso sera de 3 000 milliards. Si on en a 2 000, on aura 2 000. Donc le Burkina Faso sera autonome en matière de budget de fonctionnement, pas de budget d'investissement. Pour le budget d'investissement, j'ai prévu des relations avec les grandes puissances et les institutions monétaires internationales comme le FMI. Mais pour le budget de fonctionnement, on sera totalement autonome parce que avec le fonds monétaire burkinabé, parce que les fruits de ce fonds-là, chaque année vont déterminer le niveau de notre budget. On permet aussi aux autres de pouvoir réagir. Carlos Touré, d'avoir un fonds monétaire à la burkinabé, ce serait bien d'élargir l'assiette fiscale. Et c'est la solution de Tahirou Barry. C'est-à-dire qu'il faut faire de telle sorte que notre loi fiscale là permette d'aller chercher l'argent où il se trouve, notamment au niveau des plus riches. Parce que la fiscalité du burkinabé
avantage, en tout cas, donne plus d'avantages à on peut dire à des gros bonnets au détriment des plus pauvres, où les plus pauvres sont croupissent sur le coût des taxes qui sont multiples, qui sont un peu partout. Donc du coup, il faut une équité de la fiscalité au Burkina Faso. Et c'est au niveau de la fiscalité qu'on peut, en tout cas, en toute souveraineté, avoir les moyens nécessaires de son développement. Alors, Monsieur Cyprien, vous qui représentez donc Farama, où trouver de l'argent pour financer votre programme? C'est une question fondamentale de nouveaux impôts, de nouvelles taxes? Bon, alors pour financer ce programme, il faut d'abord aller à la bonne gouvernance, réduire le train de vie de l'État et certainement revoir la politique fiscale. Et ensuite, nous préconisons l'actionnariat salarié et l'actionnariat populaire pour pouvoir justement créer des entreprises et des industries. Et enfin, nous préconisons une modification de la gestion des mines. Aujourd'hui, à peine 10% de cette exploitation des mines est attribuée à l'État. Nous comptons inverser la tendance à 51% afin que notre budget devienne de plus en plus beaucoup d'argent autonome. D'accord. Claude Ebeta Sambedo. Créé pour un pays comme le Burkina, c'est jouer sur la fiscalité et puis les recettes minières. C'est les deux axes, tout simplement. Si on les réforme et on applique rigoureusement les choses, je crois qu'on peut avoir beaucoup d'argent pour faire ce qu'on doit faire avec une gouvernance vertueuse, gérée avec l'exemplarité. Oui, madame, pour Kam Yeri, où trouver de l'argent? Trouver de l'argent, nous avons l'argent. Il faut seulement investir dans le capital humain, développer nos industries. Il faudrait aussi qu'il y ait une équité de la fiscalité au Burkina Faso. Il faudrait aussi encourager les jeunes, encourager l'entrepreneuriat, insérer les jeunes dans les prises de décision. Et aussi, je crois que c'est inutile vraiment de construire des échangeurs quand nos jeunes, nous, les femmes, nous avons faim. Honnêtement, c'est inutile. Si nous prenons cet argent, cette dette-là, que nous prenons à l'extérieur, si nous avons cet argent-là, nous pouvons transformer le stade du 4 août en centre de formation populaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous avons ces richesses-là ici. C'est à nous de changer les donnes. Alors, Innocent, on nous signale que les 1h15 de temps qui nous a été donné pour ces échanges sont épuisés. Désolé de ne pas certainement avoir abordé certains aspects comme la santé, l'éducation ou l'assainissement, mais il y a d'autres programmes, un candidat, un programme qui pourront certainement permettre aux différents candidats de revenir plus amplement là-dessus. Et du reste, je crois savoir que tout autour de cette table, chacun a un site internet où on pourrait certainement revoir son programme en détail. Merci à tous les 5 d'être venus. Carlos Toé était venu représenter le candidat Tahirou Bari. Le professeur Abdoulaye Soma est candidat de Soleil d'Avenir. Claude Aimé Tassambedo est candidat indépendant à la présidentielle. Et Paul Ouedraogo est venu représenter la candidate Monique Yeni Kam. Et Cyprien Nanima représentait le candidat Ambroise Farama. Et donc avec Innocent Soulama. Merci à tous les 5 d'être venus. Merci à vous également pour votre attention. Et à une autre fois pour un autre débat. Au revoir.